Bah alors bienvenue, en tout cas merci d'être venu. Moi je suis très honoré d'animer cette soirée, et puis surtout moi, quand j'ai vu le palmarès de Sandrine, j'en reste toujours bouche bée. Parce que effectivement, moi je pense que, alors je te laisserai te présenter, mais on va dire que figure emblématique du basket féminin français, c'est évident. Moi je dirais même une légende, avec une carrière de près de 20 ans, au début à Valenciennes, au dénouement de sa carrière sportive à Lasvel. Hein, c'est ça. Tu as été meilleure marqueuse de l'histoire des Bleus, dont tu as été un des piliers, tu as été capitaine. Et puis, alors, deux médailles olympiques, tu me diras si je me trompe, deux médailles olympiques, 4 médailles d'argent à l'Euro, 2 médailles olympiques, j'ai dit, 2 de bronze, un sacre européen avec les braqueuses en 2009, c'est ça. Et tu as officiellement pris ta retraite en 2024, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux ajouter dans ma présentation, qui était très courte hein, quand même. Hein. Oui, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Ouais. Oui. Sacha, bah alors la plupart. Il manque un titre WNBA. Oui, effectivement. Bah voilà, c'est ça. Voilà, Bien vu. exactement. Exactement. Oui. Sacha, bah, la plupart ici te connaissent. Tu es fondateur et dirigeant du groupe Xefi, qui est spécialisé dans les services informatiques pour les PME. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu es un triathlète accompli. Triathlète accompli, on va le dire. Ironman, qui est un mythe quand même. Le sport est au cœur, pour le coup, des valeurs de ton entreprise. On a vu, Alexis l'a rappelé tout à l'heure, c'est quand même bien de le souligner, le Lyon Urban Trail, 232 collaborateurs, c'est quand même du jamais vu. Alors peut-être en France, en tout cas sur le Lyon Urban Trail, c'est quand même remarquable. Et puis Anne-Claire, alors peut-être que je vais te laisser te présenter, Anne-Claire. Eh ben, Anne-Claire Aide, donc je suis consultante et coach chez Grant Alexander, donc au bureau de Lyon. Voilà, et je travaille sur des sujets principalement de leadership. Donc, on est particulièrement intéressé par l'analogie entre sport et leadership. Donc, c'est pour cela qu'on a organisé aussi cette belle soirée à Lyon. Alors, ce qui est intéressant, moi, je trouve, quand Grant Alexander m'a demandé si je pouvais animer. Moi, j'ai pas l'habitude d'animer des soirées, donc ça va être quasiment une première. Moi non D'animer plus, hein. cette soirée, ce qui était sympa, c'est que moi, ce que j'ai bien aimé, c'était l'approche. On a des regards croisés, on a un dirigeant d'entreprise qui est aussi, je l'ai dit, qui est aussi sportif. On a une athlète de haut niveau qui a défendu les couleurs de la France. Et puis, on a le regard d'Anne-Claire. C'est-à-dire qu'on a tous ces regards croisés. Je trouve ça assez intéressant. Alors, on va effectivement, vous l'avez dit, Henri, on va essayer d'expliquer à travers ces 3 regards la méthodologie Athlete Thinking qui est développée par Grant Alexander. On en parlera tout à l'heure, qui consiste à prendre en fait des dimensions mentales que vous avez mises en place. Il y en a 9. Nous, on va en évoquer 5. Les émotions, l'acceptation, la détermination, la concentration et l'équipe. Hyper important, l'équipe. Et on finira par aborder la notion de flow. Alors, le flow, moi, c'est vrai que quand on m'en a parlé comme ça, le flow, je ne voyais pas bien. Hein. Je ne voyais pas bien ce que c'était. Est-ce que, Anne-Claire, tu peux nous expliquer ce qu'on entend par flow? Alors, est-ce que déjà pour tout le monde, la notion de flow est claire et évidente? Okay, bon. Elle n'était pas pour moi non plus, donc j'ai appris. Si vous êtes venu, c'est que vous êtes curieux d'en savoir plus. On va parler de performance, optimale, donc pas de performance maximale. Et alors mon petit papier, il est issu de ma directrice générale, hein, donc je n'ai rien inventé. Mais c'est un psychologue hongrois, donc je ne vais pas citer le nom parce qu'il est trop compliqué. Mais lui, il nomme en fait le flow comme un état de plénitude que l'on ressent quand on est concentré et engagé dans finalement la tâche qu'on poursuit. Et quand on parle de tâche, on peut aussi parler finalement d'objectifs. On peut parler aussi de buts puissants, de buts qui fait sens aussi pour soi dans la vie de tous les jours, mais aussi dans la vie des entreprises ou dans la vie pour des athlètes de haut niveau. Et donc, on va parler ce soir avec nos 2 invités de cet état de flow, comment on accède à cet état de flow et finalement, qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans cet état de flow, qui est donc la performance optimale. Et le flow en anglais, ça se traduit donc par flux, hein, donc c'est
C'est vraiment une zone d'état mental qu'on atteint quand on est complètement plongé en fait dans son action. Et donc, on se trouve dans un état maximal de concentration, d'engagement, de satisfaction aussi dans son accomplissement. Donc, on va parler de tout ça ce soir avec nos invités. On va commencer par les émotions. Ça paraît logique de commencer par les émotions. C'est ce qu'il y a de plus naturel. Le sport, c'est un vecteur d'émotions fortes, c'est évident. On le voit tous. Les athlètes de haut niveau nous font vivre des états émotionnels XXL, notamment Sandrine. Mais ces mêmes athlètes eux-mêmes doivent faire face aussi à des différentes émotions tout au long de leur carrière. Sandrine, si tu regardes un peu en arrière, parce que tu as pris ta retraite, sportive, est-ce que tu as en tête le moment de ta carrière où ton émotion a été finalement la plus forte? Alors déjà, bonsoir à tous. Le moment où... C'est marrant parce qu'en fait, souvent, les journalistes nous posent cette même question. Quel est le moment? Quel est le match? Mais en fait, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Donc, parmi tous ceux pour lesquels j'ai ressenti une émotion forte, j'ai envie de citer 2009, un championnat d'Europe avec l'équipe de France qui s'est déroulé à Riga, où là, Les braqueuses. Oui, mais on n'était pas appelé les braqueuses déjà, hein, je crois. Je crois que ce nom-là, il est arrivé en 2012. C'est possible. Et à ce moment-là, on gagne donc le titre de championne d'Europe. C'est le deuxième titre de l'histoire de l'équipe de France féminine. C'était vraiment un moment incroyable. C'était un moment incroyable, c'était un moment inattendu. C'était un championnat où on arrivait un petit peu en petit pousset parce que 2 années auparavant, on avait fait un gros flop. On avait fini 10e, on ne s'était pas qualifié pour les Jeux de Pékin. Et là, on arrive avec détermination, concentration, et on finit championne de France. Donc, c'était vraiment un moment très, très fort. Et comment, justement, cette émotion un peu inattendue, comment on arrive à la gérer? Parce que ça, ce sont des émotions, pour le coup, XXL. Comment on arrive à gérer ce genre d'émotion? Alors, l'émotion forte, elle est arrivée enfin, lorsqu'on a décroché le titre. Donc, au final, même si on restait un peu dans l'euphorie, il n'y avait plus de match à jouer. Donc, il n'y avait plus aucun danger, plus aucun enjeu. Sacha, pour toi, dans ton parcours de dirigeant, quel a été le moment le plus fort émotionnellement? Alors, dans les parcours dirigeants, c'est un peu différent que dans le sport, et je peux faire la comparaison modestement parce que je ne suis pas un sportif professionnel, même si j'ai fait une dizaine d'Ironman. C'est différent parce que les plus grandes émotions, on les vit quand on est dans des phases difficiles. Et là, les émotions sont très très fortes parce qu'on peut déposer le bilan, etc. Ok, aujourd'hui, à la façade, j'ai une entreprise de 2000 personnes qui tourne, qui se sort des crises, même dans des moments plus difficiles, etc. Mais dans l'histoire de l'entreprise en 28 ans, il y a eu 4 fois où on aurait pu déposer le bilan. Et si tu me dis quels sont les moments d'émotion, ce n'est pas une victoire, parce qu'en entreprise, la victoire, on en a souvent, heureusement d'ailleurs, mais il n'y a pas une espèce d'euphorie comme dans le milieu du sport. J'ai fait des Ironman, comme tu disais, 5 fois l'Ironman d'Embrun, et à chaque fois, l'émotion est à l'arrivée. Elle n'est pas pendant le parcours. En entreprise, je trouve que c'est différent. C'est comment on contrôle ses émotions dans les moments très difficiles. Et ça, c'est plutôt ça, je pense, le plus gros de l'émotion, c'est les moments difficiles. C'est tout le paradoxe. C'est un peu pareil, Sandrine, ou pas, cette émotion? Forcément, là, il y a un sacre, quand on a une médaille d'or, une médaille d'argent, de bronze au JO, peu importe. Mais et cette émotion, on l'a forcément à la fin. Mais est-ce qu'on l'a avant? Et quelles sont ces émotions? Et comment on les gère, ces émotions? Mais effectivement, comme disait Sacha, ce sont les émotions un peu négatives, en fait, qui sont les plus difficiles à gérer. Par exemple, là, au dernier JO de Tokyo, on a 6 matchs. On gagne 3 matchs sur 6. Et quand même, on finit avec une médaille de bronze. Ça ne s'est jamais vu auparavant. Donc, en fait, on gagne un match sur 2. Et c'est vrai que, pour le coup, comme on gagne un match sur 2, nos émotions auraient pu faire le yo-yo. Donc, pour les plus jeunes, effectivement, ça a dû le faire. Mais pour les personnes un peu plus expérimentées comme moi, il a fallu, en fait, rester le plus calme et le plus stable possible, parce que le tournoi n'est pas terminé. Ouais, c'est ça, ouais. C'était ça. Donc effectivement, l'idée, c'était pas de tomber en tristesse ou en dépression parce qu'on avait perdu un match, c'était l'analyser. Oui, c'est aussi une manière de... Comment, en fait, ma question c'était sous-jacente, c'était ça, c'est comment on gère un stress positif, en fait. C'est un petit peu ça qui doit être aussi compliqué, que ce soit d'ailleurs pour le dirigeant ou pour l'athlète de haut niveau. Alors nous, le stress positif, c'est plus facile pour le dirigeant. Quand on a des victoires, un gros bon de commande, c'est concret ça, on signe un énorme marché, etc.
mais l'émotion n'est pas aussi forte qu'un gain au sport. Je peux comparer les deux pour le coup. Elle n'est pas aussi forte, c'est tout le paradoxe. Là, vraiment, celle qui vous touche le plus de l'intérieur, c'est les moments difficiles. Si on parle vraiment d'émotion, le mot émotion, il est positif ou négatif. Et comment toi, Sacha, comment tu utilises ces émotions pour embarquer tes équipes? Les émotions négatives, donc, on va en parler. Je reprojette très souvent devant. Je dis souvent, comme tu le sais, j'étais président du réseau Entreprendre, etc. On me demande toujours quel est le conseil que tu donnes aux entrepreneurs. Je dis toujours deux choses. D'abord, prendre soin de soi, même dans les moments difficiles, et surtout pas perdre son ambition. Si on me pose, j'ai toujours quelques adages. J'en ai un: l'art de vaincre se perd dans l'art de subsister. Repars devant. Regarde plus loin, tout de suite. Ne te contente pas de voilà. Reprojette-toi dans le projet, reprojette-toi. Aller de l'avant constamment. Voilà. Mais c'est pas facile, mais j'ai quelques adages, quelques clés qui font que de toute façon, le manager doit être positif, etc. Enfin, voilà. Mais l'émotion elle existe quand même. Anne-Claire, finalement, dans la méthodologie de Grant Alexander Athlete Thinking, à quoi elle correspond cette dimension mentale des émotions? Cette dimension, c'est une notion fondamentale en fait dans notre outil. Effectivement, la gestion des émotions, aujourd'hui, on en parle beaucoup sur l'intelligence émotionnelle en entreprise, mais finalement, ce n'était pas forcément quelque chose, en tout cas un aspect qu'on prenait en compte dans les entreprises comme un pilier aussi de la gestion de la performance. Les réflexions autour des émotions, elles ne datent pas d'hier. Il faut savoir que déjà dès l'Antiquité, on considérait que les passions entravaient le bon fonctionnement de la raison. Je parle aussi de certains philosophes qui vont souligner la supériorité de la raison sur les émotions et qui vont inviter justement leurs pairs à les réprimer. Donc souvent on dit, pour un dirigeant, gérer ses émotions, c'est plutôt les taire. Voilà. Alors, certaines émotions sont plus valorisées que d'autres dans les entreprises. On parle de cohésion d'équipe, on parle de joie, on parle d'enthousiasme. On a des injonctions aussi à des émotions positives. On a plus de mal à gérer les émotions négatives, comme la peur, comme la tristesse, comme la colère, alors qu'en fait, elles sont utiles aussi pour notre équilibre. Il y a Sacha qui... Ouais, je pense qu'il c'est très bien. Je pense qu'il faut les canaliser, pas les taire. Et ça, c'est fondamental. Parce que les canaliser, c'est savoir les exprimer, les partager correctement. Et ne pas les taire surtout, parce que ça, c'est terrible. Et peut-être que ça mène à des choses encore plus négatives. Voilà. On est tout à fait d'accord. Sandrine, pareil, dans le sport de haut niveau, les émotions, justement, il ne faut pas les mettre de côté. Il faut au contraire les exprimer collectivement, j'allais même dire. Mais dans la vie, on est des êtres humains, à la base, sinon on est des robots. Donc il faut choisir. Non, l'idée c'est effectivement de pouvoir accueillir nos émotions, mais surtout de pouvoir les maîtriser, tout simplement. L'idée c'est pas de les effacer, non, on les maîtrise. Par exemple, en entreprise, je dis, la colère, je peux exprimer d'être fâché. C'est pas pareil qu'une colère. Une colère, ça sert à rien, c'est une mauvaise émotion au niveau management. Je suis en colère, donc je me fâche et j'ai des mots où mais je canalise parce que les mots doivent être utiles. Sinon, ça ne sert à rien. Enfin, c'est pas une colère. Le dirigeant colérique parce qu'il a du stress, c'est pas utile. Enfin, ça casse de la valeur. À l'inverse, être fâché parce qu'on n'est pas content de la situation, c'est fondamental de pouvoir l'exprimer. Exprimer ses émotions et mettre des mots sur les émotions, en fait, c'est ça, quoi. En fait, c'est en faire de la matière pour avancer. Et c'est un facteur clé aussi de réussite. Et donc, d'apprendre aussi à réguler ses émotions. Ça fait partie aussi des compétences clés du dirigeant. En tant que aussi exemplarité. Voilà, c'est fondamental. Oui, donc les émotions, c'est une bonne transition, c'est exactement le mot que je cherchais, fondamental. Dans les émotions, on a vu que c'est fondamental, donc de les exprimer, de mettre des mots sur les émotions pour pouvoir avancer, on en parlera tout à l'heure aussi de comment gérer l'échec, on en parlait tout à l'heure. Il y a un autre point fondamental quand même, c'est d'arriver justement à se maîtriser, c'est-à-dire d'agir sur ces émotions, pour pouvoir s'adapter à la situation à laquelle on doit faire. Sandrine, on dit que les échecs sont une source d'apprentissage. Voilà, fail fast, learn fast, échouer vite, apprendre vite. Est-ce que chaque échec a été pour toi, ça a été porteur d'une expérience qui a permis une réussite future?
Oui, tout à fait. Alors, déjà, je rectifie quand même quelque chose, parce qu'on peut apprendre en victoire. On n'a pas besoin d'échouer. On est d'accord, Ok, on est d'accord, déjà. oui, on est bien Non, d'accord. mais on est parce bien que, d'accord. oui, oui, l'idée, c'est pas juste de célébrer. On peut analyser aussi ses victoires et comprendre pourquoi on a réussi et comment on l'a fait. Donc, par contre, il y a aussi effectivement l'échec où malheureusement, on est contraint de. C'est ça, en fait, la différence. Donc, oui, quand on échoue, on apprend. Sacha, justement, cette dimension de l'acceptation des zones de fragilité pour pouvoir se remettre en question, c'est tout aussi important en entreprise. C'est important, mais j'aime beaucoup ce que tu as dit parce que les sportifs, beaucoup de gens interviennent sur la stratégie de l'apprentissage par l'échec, etc. Quand on n'a pas de succès, on n'apprend pas, en fait. On apprend beaucoup du succès. C'est très important d'apprendre du succès. C'est ça, je dis, dans le coaching de mes managers, le manager est positif. Il faut regarder. Alors, ça ne veut pas dire que l'échec, il faut on apprend de l'échec, mais c'est pas là-dessus qu'il faut se concentrer. Il faut se concentrer sur ce qui réussit pour le répéter. Il faut se concentrer sur ce qui est positif. C'est quand même comme ça que l'on gagne. Et ça, c'est une culture française, justement. Oui, vous voyez, non, le problème là, c'est que inconsciemment, c'était ma première question, on parle d'échec. Mais finalement, c'est une culture française de parler d'échec et de ne pas parler de victoire, de succès. Tout à fait, bien sûr. C'est une culture française. On est quand même assez dans l'échec, dans le pessimisme. Et c'est vrai que ça, c'est dommage. Donc, la mentalité positive pour justement se booster, se transcender et derrière arriver à atteindre nos objectifs au sommet, ça, c'est quelque chose qui se fait, qui se pratique ailleurs aussi. Et collectivement, par exemple, quand on est athlète de haut niveau, quand on est en équipe de France, comment justement comment ça fonctionne, ça, justement, comment vous arrivez à vous, on en reparlera un peu tout à l'heure, mais à s'automotiver justement les points faibles, les mettre de côté et justement aller sur le positif pour pouvoir enclencher quelque chose de positif, donc une victoire. Comment vous arrivez à faire ça? Déjà, on est transcendé par le même objectif. Et là, je ne parle pas d'objectifs journaliers. On joue la Lituanie aujourd'hui, la Russie demain. Non, c'est pas ça. On parle de gagne. On veut la gagne, toute. Donc, à ce moment-là, c'est forcément s'appuyer sur nos points forts. On travaille quand même nos points faibles pour ne pas qu'il y ait un trop gros gap entre les deux. Mais enfin, comme on est aussi un sport collectif, on peut, du coup, on va dire, s'appuyer sur les autres forces vives pour combler, en quelque part, nos faiblesses. Les retours d'expérience, c'est vrai qu'on parlait de après un projet qui pouvait échouer en entreprise, mais on va dire de manière globale un échec ou une victoire, finalement, quels sont tes retours d'expérience pour justement rebondir et aller à chaque fois de l'avant? Déjà, je ne tourne pas en rond sur l'échec. Je le balaye très vite. Ok, il y a un échec. Allez, et on passe à autre chose. Déjà, j'ai tendance à systématiquement faire comme ça. Ensuite, quels sont à l'intérieur? Tout n'est pas échec. Qu'est-ce qui a marché? Comment on amplifie ce qui a marché? On passe à l'échec. Alors, il y a l'échec parce qu'on n'a pas été bon, etc. Ou parce que, je ne parle pas de l'échec de mauvaise foi, hein, on est d'accord. En entreprise, la difficulté par rapport au sport de haut niveau, c'est le projet. Est-ce que le projet est clair? Parce que le sport de haut niveau, l'avantage, c'est qu'ils ont un projet fédérateur. On veut gagner. On veut être champion d'Europe, etc. En entreprise, parfois, si on n'a pas été clair sur le projet, le collaborateur, il veut juste gagner sa vie à la fin du mois. Donc, mine de rien, c'est vrai. Donc, d'abord, est-ce que le projet était clair, qui permet de fédérer autour de l'échec? On se rappelle le projet, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on voulait? Pas juste gagner sa vie à la fin du mois, voilà, et faire son job. Voilà. Donc, comment rendre les gens performants plutôt que juste qu'ils fassent leur job? Faut qu'il y ait un projet commun. Et ensuite, on regarde en quoi on est bon, qu'est-ce qui a marché et comment on l'amplifie. Voilà ma façon de penser et de manager. Oui, j'avais vu tout à l'heure une citation qui était intéressante, c'était Nelson Mandela qui disait qu'en sport on ne perd jamais, finalement, soit on gagne, soit on apprend. Enfin, voilà, non, mais ça paraît tellement logique, c'est tellement du bon sens, mais finalement, c'est votre. Après, il faut le rendre opérationnel. Exact. Tout à fait. Et puis aussi peser ses mots. Parce que échec, ça fait lourd quand même. On peut dire on a un loupé, on a un raté. Un échec, tout de suite, je trouve que ça prend. Et ça, justement, après, je vais passer la parole à Anne-Claire, mais le mot échec, c'est que sur des athlètes de haut niveau en équipe de France, c'est un mot qu'on ne prononce pas, qu'on ne prononce jamais ou pas? On évite, en fait. On évite, ouais. Forcément. C'est trop vaste. On reste dans le positif, forcément, le positif pour avoir... Et comme disait Sacha, on analyse. Parce que échouer, ça englobe toute la performance. Alors que peut-être qu'effectivement, on a juste raté cette action. Donc, on identifie davantage le raté. Ouais. Anne-Claire, en quoi justement ces deux notions d'acceptation, d'adaptation dont on a parlé, c'est une ressource de l'intelligence émotionnelle qui est elle-même une composante majeure de l'efficience. Alors, ce que je voudrais effectivement ajouter, c'est qu'on est totalement dans la ligne de ce que
la ligne de ce que vous dites. La méthodologie Athlete Thinking, c'est une méthodologie de psychologie positive. Et donc, on va travailler les dimensions mentales sur lesquelles, effectivement, on va se mobiliser. On va les travailler d'un point de vue du talent, et du point de vue des forces. Donc, voilà, on vous rejoint aussi. Hein, c'est un outil qui est résolument orienté sur comment je vais capitaliser sur mes forces pour pouvoir, en fait, atteindre cette fameuse zone de flow, en tout cas, atteindre mon but puissant. Donc, on est dans cette idée-là. La dimension de l'acceptation et de l'adaptation. L'acceptation, c'est finalement accepter qui on est. C'est qui je suis, d'où je viens, qui je veux être. Et donc, c'est aussi cette dimension, après qu'on ait pris souvent conscience de ses forces et de ses limites. Donc ça, c'est la dimension de la conscience de soi. C'est comment je m'accepte dans mes forces, dans mes limites. Et surtout, comment je vais pouvoir capitaliser aussi sur mes forces. Mais voilà, donc accepter mes réussites. Parfois, c'est pas toujours évident aussi d'accepter ses réussites. Je sais pas. Alors moi, j'ai pas de mal. non, mais c'est ce que j'apprends à faire à mes collaborateurs. Modestement, j'ai 3 collaborateurs dans la salle, donc ils peuvent en parler. C'est ce que j'apprends en permanence, c'est quelles sont nos réussites pour les amplifier. Et que ce soit en commerce, que ce soit parce que le commerce, c'est plus visible, il y a du chiffre d'affaires, mais en production technique, etc. Et c'est pas valoriser la réussite comme dans le monde de oui, c'est pas du tout ça. Parce que, d'ailleurs, je suis assez d'accord avec toi, encore une fois. Bah, du coup, ça tombe bien. J'ai fait une table ronde il y a 3 mois où j'étais pas du tout d'accord avec la personne. C'était l'opposé. Donc là, c'est très bien. Le journaliste aimait bien. Il dit ça va être animé, mais bon, ça va. Non, réellement, je valorise. Je balaye pas l'échec, mais on n'utilise pas trop le mot échec. Je rebondis sur ce que tu disais. On dit on n'a pas été bon. On a raté. Non pas parce que c'est le monde de oui et qu'il faut polisser un discours. J'ai pas ce profil-là, mais parce que c'est devant que ça se passe et on est là tous les jours pour essayer de faire mieux, pour essayer de réussir. Donc on va pas tourner en rond sur un échec. Et donc voilà. Donc c'est ça la mentalité qui va de l'avant. Et il faut être positif. Oui, tu disais, c'est vrai. Le manager est positif, il doit l'être. Et ça, c'est fondamental. Et oui, le manager doit être un exemple pour ses collaborateurs. Donc forcément, absolument. Oui, c'est ça. Ouais. Donc l'acceptation, c'est pardon. Du coup, justement, j'aimerais que tu développes un petit peu. Pourquoi ce serait compliqué d'accepter ses réussites? Ouais. Mais parfois dans l'entreprise ou parfois même dans nos accompagnements en coaching, notre travail, c'est justement de revaloriser les forces parce que souvent, on oublie en fait ses forces et on oublie ses réussites et on les minimise. On se dit, bah oui, c'est normal, j'ai réussi. Okay. Et dans les entreprises, on a tendance à oublier de féliciter en fait les réussites. Donc ça fait partie aussi des signes de reconnaissance. Vous avez un collaborateur qui fait une erreur, on va effectivement lui faire un feedback pour lui expliquer pourquoi il a fait cette erreur et comment il peut ne pas la reproduire. Et quand il a réussi, on lui dit dans un couloir, c'était formidable. Et on passe à autre chose. Donc c'est important aussi dans les feedbacks. Oui, bien sûr. Juste pour terminer, c'est important dans les feedbacks aussi de dire finalement, tu as réussi, mais explique-moi comment tu t'y es pris pour avoir réussi. Là, on commence à être dans un feedback plus constructif. Je suis totalement d'accord. Voilà. Pardon. Et nous, on le fait beaucoup. On le fait réellement beaucoup dans notre entreprise. La force de notre entreprise, on est une entreprise autofinancée. Maintenant, on commence à avoir des financements extérieurs, mais à la base. Et donc, elle est basée sur l'humain et la performance humaine, puisqu'on est une entreprise de service. Et dans 8 cas sur 10, même 9, on est plutôt dans la valorisation. Mais vraiment, et ça fonctionne. Et d'ailleurs, l'échec ou la raté ou la fois où on n'a pas été bon est très écouté parce que finalement, ça va être 1 fois sur 10. Une fois où là, tu n'as pas été bon. Et du coup, on a un crédit pour progresser parce que les gens sont en confiance. Ça paraît fondamental. Donc, je suis totalement d'accord. Sandrine, tu veux ajouter quelque chose ou pas? En fait, je sais qu'il y a des DG, des présidents en fait ici, et j'aimerais vraiment comprendre. Est-ce que donc toi, dans ton entreprise, tu valorises les réussites? Oui, c'est pour toi. C'est au boss. J'espère, oui. Mais il faut poser la question à Alexis, par exemple. Est-ce que je valorise la réussite dans l'entreprise, mon cher Alexis? Puis on va faire le tour, comme ça, on va voir. Est-ce que j'ai vraiment le choix de la réponse? Non.
Non, c'est vrai que oui, non, la réussite est valorisée, et c'est l'enthousiasme aussi. L'enthousiasme de la réussite, ça c'est important. Et c'est vrai que tu l'as toujours transmis, hein, et pour moi, c'est vraiment deux notions qui s'accompagnent, l'enthousiasme et la réussite. Voilà. Donc c'est finalement, moi je le perçois, on travaille ensemble depuis maintenant 10 ans, je le perçois comme quelque chose de constant. Il y a de l'enthousiasme, il y a de la réussite, il y a aussi de l'enthousiasme quand il y a des choses à, pas à reprocher, mais à réajuster, hein, et tu fais du réajustement aussi dans les remerciements, dans les félicitations, mais aussi tu mets de l'enthousiasme quand il y a des choses à corriger. Voilà. Et je trouve que c'est une bonne ligne directrice. Merci. Merci, Alexis. Je te rends le micro quand même. Non, mais c'était pas mal, comme ça, c'est vrai qu'on avait prévu en 2 temps les questions après. En fait, non, mais c'est pas mal aussi. Je trouve que c'est très bien comme ça. J'en viens à la motivation, parce que forcément, quand on va féliciter quelqu'un, lui dire c'est bien ce que tu as fait, ça lui permet d'avancer, ça lui permet de gagner en confiance. Donc quand on gagne en confiance, on est meilleur, forcément, on est valorisé, on est meilleur dans son boulot. Enfin, c'est juste du bon sens, hein. Justement, cette motivation et la détermination, elles sont des forces qui sont essentielles, notamment dans le collectif, pour aller plus loin, pour s'entraîner, pour se surpasser, pour atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient. Est-ce que, Sacha, à quel point le fait de vivre une réussite a pu construire ou renforcer ta motivation dans l'atteinte d'un objectif plus grand? La question, je vais revenir sur la confiance. La confiance est le moteur de tout. Ça, on est d'accord. Et dans la façon dont on manage l'entreprise et les collaborateurs, on leur dit personne ne peut travailler sans confiance. C'est vraiment des phrases qu'on utilise. Donc, et je corrige des managers, pour les faire progresser sur ce point qui est clé. Ne pas donner la confiance à un collaborateur, c'est déjà l'empêcher de réussir. En tout cas, d'aller et de s'épanouir, etc. Et c'est terrible. J'ai plein d'exemples très concrets sur lesquels on a pris des décisions sur des managers qui ne peuvent pas manager parce quand ils ne donnent pas la confiance à leurs collaborateurs. Bref, donc ça, c'est un sujet sur lequel on est en phase, en tout cas totalement. Alors moi, en ce qui me concerne, très jeune, j'ai démarré mon entreprise à 25 ans. J'ai toujours eu des objectifs forts à 1 an, à 3 ans. 3 ans parce que c'est très concret. Je ne veux pas d'objectif qui soit trop subjectif. La différence entre le rêve et le projet, c'est la date. Donc, il faut poser la date et être opérationnel tous les jours. Et donc, je ne vois pas à 10 ans. Je n'ai pas cette espèce de rêve. Voilà. Par contre, maintenant, l'entreprise est plus grande, donc je suis obligé de mettre à 5 ans parce qu'il y a du sens. Et à 5 ans, j'ai toujours des grands projets. Mais en fait, là, c'est qu'une question de proportion parce que mon mode de fonctionnement a toujours été le même. Donc on voit plus loin, mais plus loin, la proportion est la même que les années précédentes. Alors je sais pas si c'est la bonne réponse, mais il n'y a pas de bonne réponse, c'est un mode de fonctionnement. J'aimerais ajouter quelque chose parce que ce que tu dis est essentiel. Effectivement, il faut donner confiance à l'autre pour qu'il puisse s'élever et performer. Néanmoins, je pense qu'il faut quand même analyser qui on a en face de soi. Ça, c'est très important. Il faut vraiment fonctionner au cas par cas. Parce que dans le milieu du sport, par exemple, on vise tous et toutes l'excellence. Donc, naturellement, on aura tendance à se flageller davantage sur les erreurs qu'on va faire. Donc, instiller la confiance en soi, c'est essentiel pour nous. En revanche, quelqu'un qui a peut-être un ego un petit peu surdimensionné n'a pas forcément besoin qu'on le badigeonne de confiance tous les jours. Donc, il faut doser, en fait. Il faut vraiment analyser qui on est en face de soi. Ça dépend de la personne. Oui, voilà. Et est-ce que Sandrine, toi, est-ce que tu te considères comme quelqu'un de déterminé, et est-ce que c'est un prérequis quand on est athlète de haut niveau comme toi? Oui, c'est essentiel. C'est essentiel parce qu'au final, même si on est dans un sport collectif, c'est notre carrière. C'est nous qui sommes maîtres de notre carrière. Donc, il faut être motivé, il faut savoir où on va, il faut se fixer des objectifs et il faut aussi explorer parfois d'autres contrées en fonction de ce qu'on veut accomplir. Oui, tout ça, c'est des mots qui résonnent pour un chef d'entreprise, évidemment. Non, mais en entreprise, je pense qu'il ne faut pas griller les étapes, en fait, par rapport à ce que je disais. C'est 3 ans, parce que si on voit bien beaucoup de startups et la majorité qui ne vont pas au bout, elles veulent être Google tout de suite.
On a le droit d'avoir de l'ambition, mais il ne faut pas griller les étapes. Mais c'est un peu la génération actuelle, hein. Ils veulent tout de suite, quoi. Et puis à une certaine taille, on embarque des collaborateurs, donc c'est encore un autre débat. Donc on ne peut pas griller les étapes parce qu'on a derrière aussi des responsabilités. En entreprise, il y a aussi la notion de responsabilité qui vient peser aussi dans tout ça. On peut avoir des grandes ambitions, mais on doit avoir aussi la notion de responsabilité. Et justement, tu parlais de confiance, vous parliez tous les deux de confiance. Par exemple, Sacha, les leviers de l'engagement pour toi et pour ton équipe, pour tes équipes? Il y en a plusieurs. Il y a d'abord de toujours bien définir le projet. Un collaborateur ne peut pas performer s'il ne sait pas où il va. Un objectif clair. Un objectif clair. Le projet du groupe est redescendu à un projet d'équipe. Parce que le projet du groupe, c'est bien, c'est beau, c'est là-haut, mais dans mon agence, quand je redescends le matin, c'est quoi mon projet? Il est beau avec ses rêves de la cité de l'IT, mais moi, mon agence. Donc il faut redescendre un projet à taille humaine aussi. Donc chacun a ses projets à taille humaine, et puis après, il y a un projet d'ensemble. Donc déjà, avoir un projet clair, c'est fédérateur, et l'animer tout le temps, le rappeler, l'animer. On casse des cailloux, mais on ne faut pas oublier qu'on construit un immense bâtiment en cassant ce caillou. Donc je dis souvent, tout le monde casse des cailloux, mais ne jamais oublier ce qu'on construit avec. Donc ça, c'est le premier élément, l'animer régulièrement. Ensuite, donner de la confiance, on l'a dit. Et puis nous, on va beaucoup plus loin. On va dire, on a le programme Santé Sport qui m'a paru essentiel, ça fait 17 ans qu'il existe chez nous, pour apprendre aux gens à s'occuper d'eux, s'occuper de soi, regagner en confiance pour de vrai. Je dis pour de vrai, on a 55% d'adhésion. Et c'est un des éléments aussi, de dire je prends confiance en moi, je m'occupe de moi, j'ai un projet clair, etc. Enfin, c'est toute cette chaîne, la façon de le manager, c'est toute cette chaîne qui va faire qu'on arrive à quelque chose de beau. Et ce qui a permis ce programme, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais sur ce programme de santé bien-être dans l'entreprise, ça a permis d'éviter finalement un nombre d'arrêts maladie assez conséquent. On est 3 fois inférieur à la profession. Évidemment. En tout. Et là, dans les chefs d'entreprise que tu connais, dans les entreprises que tu connais, il y en a beaucoup qui ont ce programme-là, ou c'est vraiment ce qu'on fait non, ce qu'on fait est vraiment différent de tout ce que je peux voir. Alors je l'ai pas fait pour me différencier, je l'ai fait naturellement parce que ça m'a paru une évidence par rapport à ce que tu disais d'ailleurs, hein, c'est comment on arrive, le projet, etc. Et puis au-delà de ça. Comment, et en regardant a posteriori ce qui se passe autour de nous, on ne voit pas de gens jusqu'au boutiste tels qu'on le fait. On a 38 coachs, dont 6 salariés de temps plein, dont 2 kinés, un nutritionniste. Oui. Donc voilà, donc chacun a accès à ce programme Santé Sport. On l'a digitalisé maintenant, donc on est allé assez loin parce que ça nous paraît évident. On ne se pose même pas la question. Et petit à petit, on nous a découvert par cela. Notre entreprise est vue par cela, mais ce n'était pas un objet de communication à la base. Et c'est juste pour rebondir quand même sur cette question de motivation, forcément ce programme santé bien-être, c'est une motivation supplémentaire pour chaque collaborateur en se disant voilà, on est aussi bien dans une entreprise, on prend soin de moi, donc quelque part je prends soin de l'entreprise. Mais au-delà de ça, on les voit s'épanouir, on les voit grandir, on les voit changer. C'est vraiment, c'est totalement concret, c'est pas du tout abstrait. On les voit bien dans leur peau, on les voit plus engagés. C'est l'engagement c'est vraiment, c'est concret, c'est tout autour de nous tout le temps. Anne-Claire, on l'a bien vu, la composante de l'automotivation, elle est cruciale en matière de leadership et de réussite. Athlete Thinking, c'est vraiment une valeur fondamentale, la motivation dans le programme? La détermination et la motivation, c'est la première dimension en fait de l'Athlete Thinking. C'est-à-dire qu'on part vraiment pour atteindre cette zone de flow, déjà, c'est définir un objectif. Alors, il faut que ça soit un objectif qui soit effectivement raisonnablement ambitieux, mais qui peut être un objectif qui peut aller jusqu'à un but puissant. Donc, on verra qu'il y a plusieurs niveaux aussi de... Moi, j'ai jamais bien compris le truc du but puissant. C'est vrai qu'en préparant... En fait, le but puissant, ça parle de la motivation intrinsèque. C'est-à-dire, encore une fois, c'est une progression. C'est d'où je viens, qu'est-ce qui fait sens véritablement pour moi, mais même dans mon histoire personnelle. Ça touche finalement, et je pense pour un athlète de haut niveau comme un dirigeant, ça touche aussi à la raison d'être, à la mission, qui n'est pas forcément... Alors, vous avez parlé de rêve à un moment donné. Alors, effectivement, un rêve, c'est bien de le décliner en projet pour qu'il puisse être finalement réalisable. Mais ce sont nos rêves qui nous font aussi avancer. C'est aller plus gros. C'est faire quelque chose qui est au-delà de nous et qui va en fait créer ce fameux why, c'est-à-dire ce pourquoi on fait les choses.
Et un dirigeant, il embarque ses équipes parce qu'il est aligné, je pense, sur finalement, intuitivement, et après de manière peut-être de plus en plus claire, sur sa mission en fait, et sur voilà, ce vers quoi il veut amener son entreprise, comme pour une équipe aussi d'athlètes. La victoire, c'est pas la victoire pour la victoire. Je sais pas. Ou pas. Je vous laisse Oui, répondre par à exemple, cette alors, je pose la question d'abord à Sacha et ensuite à Sandrine, ça te laisse le temps de réfléchir ou pas. Non, mais le but puissant, par exemple, pour toi, pour Xefi, c'est quoi? Il y en a plusieurs. D'abord, maintenant, nous sommes une entreprise à mission. Donc, Exact. et je suis assez d'accord avec ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il évolue, les mots se clarifient, mais ça, c'est la maturité. Une entreprise n'a pas la même maturité quand elle se crée. Au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on a réussi à ne jamais perdre le fil conducteur et à amplifier ce que nous sommes. Donc, on est une entreprise à mission parce qu'on voulait justement clarifier au regard de tous qui nous sommes. Donc nous, on a le but puissant, c'est le rêve, en fait. Si je me permets, c'est cette espèce de rêve qui on veut être sur un marché, qui on veut que ce soit en interne, c'est-à-dire pour nos collaborateurs, en externe vis-à-vis du monde du business, puisque là, on est dans le business ou de l'entreprise ou de la réalisation du projet. C'est le grand projet. Voilà, c'est ça le but. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va représenter, qu'est-ce qu'on va apporter, comment on va exister par une rupture. Enfin, enfin, moi je dis beaucoup, j'ai une chance, j'ai des super collaborateurs autour de moi et j'ai plein de gens en mission. Voilà, on a réussi à, mais ça c'est le projet qui a fait ça. Enfin, entre rêve et projet, on a un curseur qui est faible. Le projet va vite, le rêve va vite au projet. Je sais pas si je suis clair. Mais... Oui, si, beaucoup plus clair que quand j'ai posé la question. Et Sandrine, le but puissant pour une athlète de haut niveau comme toi? Dans le sport, nous, on est dedans, en fait. On n'est que dedans. Ouais. Puisque, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des athlètes dire le sport a sauvé ma vie, le basket a sauvé ma vie, le foot voilà, m'a empêché des déviances sociétales. Enfin, c'est ça. Nous, notre engagement, il est forcément lié à une histoire de vie. Donc, est-ce que le but puissant pour une athlète de haut niveau, c'est aussi... forcément, j'imagine que je participe aux Jeux Olympiques. Le but puissant, c'est d'aller décrocher la médaille d'or. Est-ce que, forcément, c'est la victoire quand on est athlète de haut niveau? C'est pas forcément ce que j'en ai compris. Tu parlais quand même de valeur intrinsèque. Oui. Donc ça, c'est pas intrinsèque. On peut pas se fixer comme objectif d'aller... Non. En fait, la réalisation de soi, elle ne peut pas dépendre que de la victoire. C'est pour ça que je parlais de la mission. Je pense qu'elle est plus une mission de vie ou un rêve. Ok. Sans transition, j'allais dire. J'espère que vous êtes concentrés parce que justement, on aborde une nouvelle dimension, c'est la concentration. Je regardais tout à l'heure sur le site de Harvard, c'est des psychologues de Harvard qui avaient montré que des individus passaient près de 47%. Ça fait beaucoup de leurs heures de veille à penser à autre chose qu'à ce qu'ils font. Autrement, j'étais tombé vraiment sur 47, mais bon, c'est peut-être plus, mais c'est Harvard qui dit. Après, je ne sais pas. Bon, c'est quand même un chiffre conséquent. Autrement dit, un grand nombre d'entre nous fonctionnent un peu en pilotage automatique. Alors, j'ai appris quelque chose, ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Alors, ça doit vous parler. L'économie de l'attention, c'est une nouvelle branche des sciences économiques et de gestion qui traite l'attention comme une ressource rare. Voilà. L'économie de l'attention. Dans cette économie de l'attention, la capacité à rester concentré est tout aussi importante que les compétences techniques et managériales. Sacha, un dirigeant, tu dois sans cesse jongler avec une multiplicité de sujets. Est-ce que c'est facile pour toi de te concentrer? Et si oui, comment? Alors, personnellement, je n'ai pas trop de difficultés, bien que ma concentration multi-sujets, mes collaborateurs vont rigoler parce qu'ils me connaissent. J'ai des créneaux. Et il faut que j'aille vite au créneau suivant. Je le reconnais. C'est-à-dire que longtemps, ça ne sert à rien. Donc d'ailleurs, quand ils font des présentations, j'ai dit ça, j'ai compris, va à l'essentiel. Et ça ne veut pas dire que je ne les ai pas lus ou que je n'ai pas été concentré. Mais j'ai besoin d'aller vite, en effet. Voilà. Donc, le fait d'aller vite, quelque part, je suis très focus, très intensément, mais pas longtemps. Ok. Voilà, ça, c'est mon mode de fonctionnement. Ça va, je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc voilà. Mais par contre, je suis très focus, très intensément, donc je retiens pour de vrai. Donc la concentration, elle est là. J'ai horreur de ne pas donner la concentration à la personne que je reçois. C'est impoli, c'est irrespectueux, puis ça n'a pas de sens. Le rendez-vous a servi à rien sinon. Donc ça, je ne le fais pas. Donc je fais attention à être concentré. Mais comment je m'aide? Tout simplement en continuant à faire du sport. L'un va avec l'autre. Et d'ailleurs, je le vois, les périodes où, je sais pas, on est blessé, etc. C'est-à-dire, je m'occupe de mon corps et ça m'aide à la tête. Mais ça a toujours été, ça fait partie de mon processus. C'est un processus pour justement être performant dans ma concentration. Et vraiment, pour moi, en tout cas,
l'un va avec l'autre et ça a toujours, enfin, j'ai toujours travaillé ça. Mais au départ, ça a été le sport, en tout cas, qui t'a aidé à te concentrer, clairement. Ouais, clairement. Ouais, clairement. Et toi, Sandrine, tes recettes pour te concentrer, justement, est-ce qu'il y a des recettes Comment ça se passe? Alors, c'est vrai que la respiration aide beaucoup. Il y a des outils comme ça. Euh, la respiration, c'est aussi une hygiène de vie, hein. C'est-à-dire que si, à un moment donné, on n'arrive pas à rester se concentrer plus de 3 minutes sur une tâche, c'est vrai que tout de suite, forcément, ça devient un peu plus compliqué. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi se délester de différentes tâches et se dire, OK, là, je reste focus sur ce que je fais aujourd'hui à l'instant et je vais voir le reste après. En fait, aujourd'hui, je constate qu'on a tendance à se surcharger de tâches. Alors après, c'est un petit peu le mode de vie actuel, hein. On est un petit peu, on va dire, harcelé de tous les niveaux, ne serait-ce que par les réseaux sociaux, etc., puisqu'on a quand même accès à nous davantage. Avant, on n'avait pas autant accès à nous. Donc, en fait, si tu passais pas par le téléphone ou à la rigueur par l'email, c'était un peu compliqué. Donc, aujourd'hui, les gens... la dernière fois, j'ai été contactée pour faire une interview. Elle est passée par le standard de mon association, par LinkedIn, par Instagram, par le mail, par le téléphone. Enfin, elle est passée, en fait, par tous les canaux. Et si à un moment donné, on se dit pas, OK, stop, je vais me concentrer sur telle tâche et donc je vais fermer, éteindre, mettre à ne pas déranger, ben là, ça aide en tout cas. Hiérarchiser aussi un petit Exactement. peu, c'est-à-dire que, ouais, forcément. Et puis je parlais de la respiration. Alors la respiration, c'est intéressant parce que je ne sais pas si Annelise est dans la salle, qui est aussi coach. Et c'est vrai que c'est une sportive qui fait aussi du coach en entreprise. Et c'est vrai que la respiration, c'est quand même un truc dont on parle très peu, dont on parle quand même encore très peu. Et moi, je suis persuadé que c'est une clé sur la réussite, sur la concentration notamment. Alors moi, je n'utilise pas du tout. Je sais que ça existe. Mais, Je veux revenir. Il y a une chose qui est importante quand même, et c'est quelque part ce que vous êtes en train de faire ce soir, et certainement l'objet de vos méthodologies, c'est de conscientiser cela. Parce que la concentration, si on conscientise qu'on n'est pas assez concentré, on se concentre, là on commence à trouver des méthodes, des méthodologies. On conscientise que c'est un élément important de succès. Moi, je parle souvent de la ZIM, la zone d'impact maximum. Voilà, donc, mais déjà, il faut le conscientiser. C'est un peu ce qu'on est en train de faire ce soir. Justement, c'est une très bonne transition parce que c'est un peu c'est plus ou moins ce que tu voulais expliquer, Anne-Claire, il me semble, Sur la concentration. sur la concentration. Alors, la concentration, c'est une dimension mentale d'athlètes de haut niveau. Donc, elle est tout aussi importante que les autres dimensions mentales. Donc, nous, finalement, ce qu'on va regarder, c'est comment la personne va être focus à un moment donné sur son objectif. Donc, c'est-à-dire être vraiment dans le ici et maintenant et finalement, à mettre à distance aussi peut-être des éléments perturbateurs, c'est-à-dire une capacité à se centrer. Donc, je vais plus parler de centration d'ailleurs que de concentration. C'est vraiment cette centration sur, par rapport à mon but puissant, par rapport à mon objectif, voilà, qu'est-ce que je vais mettre moi en place comme pensée prioritaire, voilà, comme pensée efficace et productive pour me permettre d'atteindre mon objectif. Donc, c'est un travail de tous les jours. Et c'est vrai que dans l'entreprise, on n'a pas toujours l'occasion aussi d'avoir ces temps de centration ou de concentration. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir effectivement qu'on n'est pas toujours dans ce... Alors, c'est 70% ou 47%, je ne sais pas, de temps où on n'est pas concentré. Et on se dit, finalement, si on n'est pas concentré, on n'est pas productif. Or, en fait, on sait très bien que ces temps-là de pause au niveau du cerveau nous permettent d'être beaucoup plus créatifs. D'où l'importance aussi dans les équipes, et notamment dans l'intelligence collective, d'avoir ces temps où on va justement laisser les collaborateurs peut-être se détendre, avoir du passe-temps, avoir des moments de plaisir aussi, pour pouvoir retourner effectivement sur l'activité et être productif Sacha, dans leurs objectifs. Donc, du coup, par rapport aux outils, c'est vrai qu'il y a la respiration, qui est un outil clé. Et chez nous, dans le sport, la routine, qui est aussi un vrai levier de concentration. Donc, pour beaucoup de personnes, c'est un petit peu interprété comme de la superstition, alors que pas du tout. C'est vraiment un levier pour augmenter, accroître sa concentration. Oui, dans l'entreprise, pour être plus performant. Alors moi, je fais l'analogie au sport différemment dans l'entreprise. Je dis souvent, on est en permanence en compétition dans l'entreprise.
que ce soit, on va citer le commerce parce que c'est le plus visible. Alors, encore une fois, il y a des compteurs, il y a du chiffre d'affaires, etc. Et on oublie de s'entraîner, de s'occuper de soi, etc. Et moi, je considère qu'on ne peut pas être sans arrêt en permanence à chaque minute. Voilà. Et si d'ailleurs, quand on voit le niveau de concentration, de performance, de production de l'objet pour lequel la personne a un contrat, par exemple commercial, le niveau le temps où il est concentré à le faire, finalement, c'est pas si important que ça. Donc voilà. Donc pour arriver paradoxalement à plus de concentration, paradoxalement, en effet, il faut des temps à côté. Il faut de l'animation, il faut de la formation, il faut des temps de réflexion, il faut s'occuper de soi. Ça, c'est sûr, il faut cet équilibre. Par exemple, nous, on a fait des tables rondes avec une docteure en neurosciences et psychologue sur le secret de la performance. Et ben, c'était des temps de réflexion. J'ai un de mes collaborateurs qui est un jeune qui a 27 ans, il est assez brillant, il gère 140 personnes à 27 ans. Donc voilà. Et je lui ai confié vite des responsabilités parce qu'il sort du lot. Et il me dit, après mes études, c'est vrai que j'ai pas de temps de réflexion. On arrive dans l'entreprise et on produit. Et j'ai pas ce recul. Et il faut arriver à doser. Et au final, le temps de production est plus important, plus concentré et meilleur. Moi, je suis curieuse de connaître tes petites routines. Des routines, alors, ouais, je suis quand même quelqu'un de routine pour être efficace. Donc déjà, quand j'étais dans le sport, lorsque j'arrivais avant tout le monde à la salle de basket, je faisais mes petites séries de shoots proches, loin du panier, toute la gestu de dribble, aussi des rappels physiques, musculation et tout. Donc j'avais tout, je faisais un petit combo, un petit planning de tout ça, un petit programme. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je répétais donc la même routine. Et aujourd'hui encore Oui, différemment, pas dans le sport du coup, puisque j'ai arrêté. Et comment ça se traduit pour toi? C'est une journée, quoi. Donc je vais me dire, ok, 9h, c'est un peu comme vous, c'est juste que moi je me l'impose en fait, hein, tout simplement. Je n'ai pas de base, quoi, c'est tout. Et on en revient forcément à mon avis, c'est quand même on va aborder le flow, ça va faire réagir parce que je trouve ça passionnant, mais il y a quand même l'élément quand même central, c'est l'équipe. Ça paraît évident, l'équipe dans une entreprise, quand toi tu es athlète de haut niveau, on parle d'esprit d'équipe, le nous va supplanter le jeu. Sandrine, le basket c'est un sport d'équipe. Qu'est-ce que ça représente pour toi l'équipe et comment toi tu t'affirmes, tu t'es réussi à t'affirmer en tant qu'individu dans un collectif? Très important. Que représente l'équipe? Pour moi, c'est un tremplin. Donc, c'est un moyen d'élévation, tout simplement. Ensuite, comment moi j'ai réussi à m'affirmer? Il faut dire que comme dans toute équipe, il y a une hiérarchie. Oui. Et que forcément, à partir du moment où on a quand même pas mal de responsabilités, c'est quand même plus facile de s'imposer et de devenir tout de suite, on va dire, l'une des pièces maîtresses du jeu. Et après, de ce fait, donc, le point de départ a été tout d'abord mes aptitudes basket. Et ensuite, tout au long, j'ai développé un leadership aussi. Ce n'est pas négligeable. Donc derrière, comme j'arrivais en fait à fédérer, à transcender le groupe, forcément, là, on devient quand même assez l'élément central. Et après, tout se passe naturellement. Ce leadership, tu l'as pris, ça a été accepté naturellement. Enfin, ça s'est fait... Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est vrai que pour quelqu'un qui pèse déjà dans le jeu, avoir du leadership, c'est un petit peu une évidence. Et c'est important en plus. C'est important. Donc voilà, c'est comme ça que moi j'ai cheminé. Et puis de toute façon, comme je faisais preuve de bienveillance et que les filles voyaient bien que je demandais davantage d'elles pour elles déjà, et puis aussi pour le groupe et pour nos objectifs collectifs. Donc c'était très apprécié. C'est vrai que vous êtes très raccord en fait dans ce que vous dites. Hein. Vous êtes assez raccord, mais forcément la notion d'équipe, ça paraît évident quand on joue au basket à haut niveau. C'est une équipe qui joue, c'est pas un individu, c'est une pluralité d'individus. Xefi, c'est en entreprise, vous êtes une entreprise de services informatiques. Nous, on est 2000. Vous avez, on va le mettre à une plus petite dimension. Vous êtes 20 personnes. Vous avez le confrère qui est 20 en face. D'un côté, vous mettez l'équipe à 120%, de l'autre, elle est en moyenne à 70%. Vous avez 50% d'écart. Hein, il n'y a pas de miracle. Donc, c'est la même chose en entreprise. Et l'équipe, c'est tout. Enfin, c'est fondamental. Et plus vous êtes nombreux, plus c'est vrai. Il ne faut jamais d'ailleurs se laisser aller dans ce que j'appelle l'embourgeoisement. Je parle beaucoup de ça. Et donc voilà, donc garder cette de plus garder cette compétitive parce qu'on considère que l'effet de masse nous permet d'être plus rentable presque mécaniquement et de plus garder l'esprit d'équipe et de compétitivité.
Et donc face au petit concurrent qui lui se décarcasse tous les jours pour payer mal, en plus lui se paye mal et il se décarcasse tous les jours, lui il s'embourgeoise pas. Donc ça déjà faut garder ça. Et pour rebondir sur la partie méthodologie, je suis totalement d'accord avec Sandrine. Alors j'ai des mots plus structurés pour le dire parce que du matin au soir on fait du management et qui le management de gens qui veulent pas forcément être des champions. Bien que mes collaborateurs, voilà. Donc nous, on a vraiment structuré cette vision de comment comment un manager devient leader, comment un manager est crédible, etc. Et on l'a structuré en 6 points absolument clés pour nous. D'abord, l'exemplarité. Quelque part, c'est ce que tu disais. Quand un leader est exemplaire, ou un manager qui a été nommé manager est exemplaire, mais on l'a défini, l'exemplarité, parce que dans une équipe, il faut quand même un référentiel commun. Une équipe qui est là pour durer, etc. Donc, c'est quoi l'exemplarité au sein de notre groupe? On l'a défini. Le deuxième clé, c'est l'exigence, parce que sans exigence, pour soi-même, ok, mais ça c'est dans l'exemplarité, mais pour les collaborateurs, mais bien définir ce qu'est l'exigence, puisque l'exigence doit avoir pour but de faire réussir l'autre, de le faire progresser. Sinon, c'est cynique ou méchant. Il faut faire attention avec ce mot exigence. Mais l'exigence est le deuxième point fondamental. Rappelez que c'est des professionnels, pas des amateurs, donc voilà. Le troisième point clé, c'est la bienveillance. Oui, mais il faut aussi le définir. C'est quoi la bienveillance? Parce que ça peut être subjectif, ça peut être... voilà, donc on l'a défini parfaitement et on essaye de le transmettre. Le quatrième point clé, on en a un peu parlé, c'est le sens. Il faut donner du sens et partager. L'entreprise est un bien commun qui est partagé chez nous et c'est très important. Et le cinquième, c'est le courage, parce qu'il faut beaucoup de courage pour prendre des décisions, etc. Et le sixième, c'est la confiance. Donc, et on apprend ces points dans cet ordre-là avec leur contenu qui fait qu'on a un référentiel commun qui permet au manager de s'affirmer en leader. Le sens, finalement, pour Xefi, est-ce que les collaborateurs, vos collaborateurs, ils ont l'impression d'avoir du sens dans ce qu'ils font? Oui, je crois. C'est la mission, déjà, et puis qui est redescendue au projet. Oui, c'est pour ça que ça fonctionne, d'ailleurs. Est-ce que on parle toujours de la fameuse équation, quand on parle d'esprit d'équipe, le 1 plus 1, c'est pas 2, le 1 plus 1, c'est 3? C'est écrit dans toutes nos formations. C'est écrit dans toutes les formations. Et quand on arrive chez Xefi, il y a vous avez des adages sur les valeurs. Non, parce que alors c'est un vrai sujet puisque je crois aux valeurs d'entreprise, pas aux valeurs morales d'entreprise affichées. Il ne faut pas confondre valeurs morales et valeurs d'entreprise. Et toute notre entreprise, on a écrit des valeurs d'entreprise dès le démarrage. J'avais mes premiers collaborateurs, en l'occurrence ma femme, mon directeur technique, et je leur faisais déjà des réunions, voilà ce que nous devons être, etc. Et on parle de valeurs d'entreprise, de valeurs qui sont produites tous les jours et qui créent notre réputation et qui créent notre ADN, mais qui transforment l'entreprise. Et on parle vraiment de valeurs de production, on ne parle pas de valeurs morales. Oui, d'accord. Sandrine, comment on jouerait un peu sur cette question de l'individualité qui est au sein d'un collectif, mais comment on devient, la question elle est bête, mais ça appelle tout le temps des réponses intéressantes, comment on devient un bon coéquipier dans une équipe de basket? Un bon coéquipier. Déjà, un bon coéquipier, c'est une personne en fait qui ne cherche pas à écraser l'autre, mais à l'élever. Parce qu'on a besoin de lui, on a besoin de tout le monde. Même que ce soit la personne qui joue donc 40 minutes, un match de basket dure 40 minutes, que la personne en fait qui ne va pas jouer du tout et qui va rester sur le banc. Donc voilà. Anne-Claire, on parlait d'intelligence émotionnelle. Est-ce que cette dimension, la dimension justement de l'esprit d'équipe, alors c'est une dimension, je crois que tu m'as dit que vous avez rajouté, Grand Alexander. Oui, c'est la 9e dimension mentale d'Athlete Thinking, parce que l'équipe, elle est au cœur de la performance des entreprises. Voilà, une entreprise, c'est un collectif, un bien commun, voilà. Et effectivement, on parle de leader, mais on parle aussi de manager, leader. Donc, on n'est pas forcément... Quand on est manager, on n'est pas forcément leader. Et quand on est leader, on n'est pas forcément manager. Donc, il y a des compétences clés pour être manager et aussi des postures clés pour être leader. Une équipe, c'est un leader et des membres, des collaborateurs. Il n'y a pas d'équipe sans leader, il n'y a pas de leader sans équipe. Donc, c'est pour ça que cette dimension mentale, elle est fondamentale pour nous. Et puis, j'en parlerai tout à l'heure quand je parlerai effectivement d'Athlete Thinking. Et on arrive moi, je dirais, c'est un peu le dénouement, c'est un grand mot, mais on arrive à cette fameuse notion de flow qui englobe finalement, qui va boucler la boucle et qui englobe tout ça. On en a parlé, ce sentiment, c'est toi qui le disais, Sacha, la plénitude, moi j'appelle ça une sorte d'état de grâce. Alors la première fois qu'on s'est rencontrés pour préparer
pour préparer cette table ronde. On parlait d'état de flow, pas du tout de quand on parlait l'état de flow, je voyais absolument pas. C'était un peu vague, c'était un peu flou. Et puis finalement, en fait, je me rends compte que moi, à mon petit niveau, cet état de grâce, ce qui est intéressant, c'est d'avoir vos points de vue. Est-ce que déjà vous avez connu cet état de flow au niveau professionnel, au niveau personnel? Moi, je me suis rendu compte que je l'avais vécu, en fait, que j'arrive à le vivre. Par exemple, tout simplement, le Lyon Urban Trail que j'ai couru, je l'ai vécu parce que finalement, tout l'entraînement que j'avais pu faire avant, tout s'est fluidifié. J'ai couru en regardant les paysages, il faisait beau. J'ai l'impression que tout coulait en fait. J'ai même pas forcé et j'imagine que c'est un état de flow. Alors l'idée après, c'est que cet état de flow personnel, on puisse le retranscrire dans son entreprise avec ses collaborateurs. Sandrine, si je te dis flow, est-ce que c'est un état que tu as, j'imagine que c'est un état que tu as déjà ressenti dans ta carrière forcément? Oui, oui, tout à fait. Même plusieurs fois, Alors, constamment? Par contre, le mot flow, c'est vraiment un mot du langage corporate. Voilà, dans le sport, on n'utilise pas du tout ce terme-là. Au basket, on utilise le mot zone, être dans sa zone. Okay. Donc, être dans sa zone, c'est être dans sa zone pour nous, c'est se trouver en fait dans un espace donc psychocorporel où les 3 C sont réunis. Et je vais donc détailler. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est en fait une confiance en soi maximale, une conscience de soi optimale et un contrôle de son art absolu. Donc ça, c'est sa zone, c'est-à-dire cet état de flow, cet état de grâce. Donc on a pu, si vous regardez un petit peu le basket, vous avez peut-être déjà pu entendre dire Tony Parker dire j'étais dans ma zone, j'étais dans la zone. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est pas ma zone, c'est la zone. Voilà. Sacha, qu'est-ce que je peux dire après ça? Non, mais je crois que là, c'est très très bien dit avec les 3 C. Je crois en ça. Et heureusement, de toute façon, les entreprises performantes, à un moment donné, connaissent tous les leaders, les managers, on connaît cet état. Pas tout le temps, on essaye de le chercher, de mettre des méthodologies pour le retrouver. Mais nous, on appelle ça l'état de performance. C'est encore autre chose, mais nous, on ne parlait pas de flow, on parle de performance. Mais on le comprend bien. Je l'ai vécu en sport aussi, plus jeune, mais en sport, je ne le vis pas de la même... Moi, on le vit quand on pousse la machine et quand on est dans le rouge et que tout se passe bien dans le rouge. C'est ça pour moi l'état de flow. Ouais, non, mais je vois à peu près de quoi tu parles. Mais comment justement tu parlais de méthodologie pour arriver à retrouver cet état de performance? Méthodologie, c'est parce que je suis un stacanoviste de la rédaction de ce qui a marché. Ce qui a marché, je veux le répéter. Voilà, donc, et j'en fais une méthode. Donc c'est pour ça que je parlais, à chaque fois qu'on m'interroge sur apprendre par l'échec, moi je vais apprendre par ce qui marche. Et donc comment je fais d'une méthodologie ce qui a marché. C'est pas pour autant qu'on va retrouver l'état de flow immédiat, mais n'empêche que c'est en le répétant qu'on peut le trouver. Voilà. Donc, et c'est comme ça, j'ai beaucoup d'adages, de méthodos que je transmets, qui sont des méthodos tout à fait objectives, pas subjectives, mais qui sont à chaque fois améliorées et basées sur ce qui marche. Il y a un nouveau collaborateur qui rentre, qui est hyper performant. Pourquoi il est performant? Attends, regarde. Voilà, c'est un peu... Attends, est-ce que la méthodo... Ah oui. Alors petit à petit, on arrive à des méthodos, que ce soit en commerce, que ce soit en management, que ce soit... parce qu'il faut transmettre à une grande échelle et à l'équipe et rendre l'équipe le plus performant possible, qui s'affine de plus en plus. Et du coup, on a méthode en management, comment devenir une entreprise performante, on a écrit, etc. Donc, voilà. Et on parlait de Sacha, il parlait justement de mettre en place des process, une méthodologie pour arriver à chaque fois d'arriver à... Pas une méthodologie URSAF. Hein. Ouais, non, j'ai bien compris. Mais justement pour retrouver cet état de grâce, toi, est-ce que tu avais des recettes pour justement arriver à retrouver à chaque fois cet état Je suis coach en performance. Je suis coach en performance. Vous pouvez prendre une séance, je vous apprends. Je vais pas tout révéler ici. Voyons. Non, mais tu es en phase avec ce que... Non, mais ouais, c'est ça. Est-ce que tu rejoins ce que dit Sacha? Oui. Après, il y a des outils. Mais tout le monde ne peut pas l'avoir. Il faut aussi être réaliste. Absolument pas. Maintenant, c'est ouvert à certains. Non, mais justement, quand on est athlète de haut niveau, cet état cette zone dans le basket, mais cet état de flow, cet état de performance, est-ce que c'est forcément quelque chose qu'on va vivre pendant sa carrière, ou il y a des athlètes qui ne le vivent pas? Il y a des athlètes qui ne le vivent pas du tout. Ouais. Bien sûr. Ok. Oui, j'aurais voulu en savoir plus, parce que pour moi, ça paraît... Pour moi, un athlète de haut niveau, forcément, cet état de flow, pour employer ce mot, forcément, on le connaît forcément, évidemment. Je te prends un exemple. Est-ce que tu creuses? Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit les 3 C.
un état de confiance maximale. On va prendre déjà que ça. Si déjà, en tant qu'humain, tu n'as pas confiance en toi, tu ne pourras donc jamais atteindre le flow, comme vous dites, ou la zone. Ne serait-ce que ça. Il ne faut pas oublier, c'est le joueur dépend de l'humain et pas le contraire. Donc oui, s'il y a des éléments, un des 3C, tu l'as pas, effectivement, cette zone, tu peux pas y être. Anne-Claire, un petit mot, puis après, ce sera quand même intéressant de demander, de poser la question, cette histoire de flow ou de performance pour tous les directeurs qui sont là, directeurs des ressources humaines, tous les DG, ainsi de suite. Mais cet état de flow, justement, Athlete Thinking, quand Alexander. Oui, ben moi je vous rejoins effectivement dans vos chacun dans vos expériences de ces états de flow, voilà, trouver être dans la zone, être dans la performance. De toute façon, le flow c'est un état. Effectivement, on peut tous plus ou moins y accéder sous certaines conditions. Ça se travaille. Et ça a été d'ailleurs théorisé voilà, par un certain nombre de psychologues. Aujourd'hui, on s'y intéresse parce qu'on s'intéresse à la performance, forcément, et donc à la productivité. Donc on s'intéresse au flow et on se dit finalement on est plus productif quand on prend du plaisir. Mais finalement, on voit que rentrer dans cette zone de flow, ce sont des coachs sportifs qui ont déjà beaucoup réfléchi à la question. Parce que même pour des athlètes de haut niveau, ce n'était pas évident d'y accéder, et encore moins d'y accéder sur commande. Donc ça veut dire que c'est effectivement, ça se prépare, et que pour ça, il faut développer des dimensions mentales. Donc c'est un travail pour pouvoir accéder à cet état-là, qui peut arriver finalement avec un coup de chance, pourquoi pas. Mais enfin bon, ça se répète pas forcément. Et puis, effectivement, il y a des athlètes, même en s'entraînant énormément, n'atteignent pas cette zone-là de performance optimale où on perd finalement, on perd un peu la notion du temps, on a l'impression d'être dans un contrôle, mais en toute fluidité, on oublie finalement toutes les heures de travail avant, et tout le monde n'y accède pas. Donc, mais on peut tous finalement quand même y accéder si... S'en rapprocher. Et s'en rapprocher. Et d'ailleurs, en sport, quand on est dans cet état, il n'y a même plus de notion de souffrance, peu importe le sport, puisque quand j'ai fait quelques Ironman, j'ai fait beaucoup de courses à pied, il n'y a même plus de notion de souffrance quand on est à le flow. C'est du plaisir alors qu'on est en pleine souffrance, mais on le ressent plus. On s'est mis tellement, on se met dans le rouge, c'est ce que je disais, l'état de flow, c'est un paradoxe, mais c'est que ton corps, ton mental a accepté le rouge. Et tu es dans le rouge, vous voyez ce que c'est. Et là, tu es dans le rouge, mais ça continue, et au contraire, tu es épanoui dans le rouge. Oui, on accède à un état de conscience ou à la zone, à cette fameuse zone, quoi. C'est un petit peu ça. C'est marrant parce que moi, du coup, je recherchais toujours cet état-là. J'ai avoué, parce que ça devient addictif. C'est quelque chose, effectivement. Mais ce n'était pas forcément tout le temps dans le rouge pour moi. Non, ce que je veux dire, c'est que tu es dans le rouge et tu en prends du plaisir. Oui, non, j'étais pas forcément tout le temps dans le rouge, en fait. Ouais. Mais c'est vrai que... C'est parce que je fais de la course à pied. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je voulais faire le parallèle, parce que il y a un aspect artistique aussi dans le basket. Il y a du physique et de l'artistique. Voilà, c'est ça. Et puis on est plusieurs, donc on peut souffler. Moi, j'ai quand même une question. C'est finalement, quand on est sportif de haut niveau, athlète de haut niveau, ou dirigeant, quand ça s'arrête à un moment donné, comment ça se passe justement? Parce que le flow, il y a une question d'intensité. C'est véritablement une expérience, on va dire, presque transcendante. Et c'est pas quelque chose qu'on vit forcément au quotidien. Comment ça se passe pour toi, Sandrine? Moi, souvent, j'étais rincée. J'étais rincée. Ça retombe. Parce qu'en fait, je suis dans un niveau une acuité tellement importante que derrière, en fait, une fois que l'activité s'arrête, je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. Est-ce que tu aspires toujours finalement à retrouver cet état de flow? Parce que c'est addictif. Et en dehors, comment ça se passe en dehors du sport? Ah, en dehors du sport. Maintenant que tu as pris ta retraite. Oui. Est-ce que... Oui, en fait, c'est vrai que c'est intéressant parce que j'arrive à le retrouver. Oui, à transposer, en fait. À transposer. Et j'avais pas forcément l'intention de... En fait, c'est que j'ai intégré un mécanisme, tout simplement.
Et donc, c'est pas intentionnel. Du coup, je le fais, en fait. Je me mets dans cet état. Et donc, c'est vrai que tout de suite, ça aide. Ça aide à être performant. Ce qui est intéressant, c'est de le transposer. Le conscientiser, c'est ce que tu as fait pour pouvoir le transposer. Oui, tout à fait. C'est rare quand même, non? Ça doit être... Il y a beaucoup de sportifs de niveau qui n'y arrivent pas. Ils ne l'ont pas conscientisé, donc ils ne peuvent pas le transposer. Un sportif de haut niveau comme Sandrine, c'est intéressant parce que c'est une énergie, c'est une capacité justement à atteindre l'état de flow, etc. Enfin, il y a plein de choses, de mental, etc. Toutes les dimensions que vous avez exprimées. Pour les chefs d'entreprise performants, on retrouve ces dimensions, c'est logique parce qu'elles sont nécessaires, sinon l'entreprise ne peut pas. Il y a des combats aussi tous les jours, mais pour les sportifs de haut niveau, parfois la grande majorité n'arrive pas à transposer. Et là, ce qui est intéressant, c'est que... Voilà. Après, la différence aussi avec mon parcours, parce que mine de rien, je ne suis pas née avec de l'or dans les mains. Donc, pour arriver en fait au très haut niveau, il a fallu quand même que je bosse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, par contre, j'aime la performance tout court. Ce qui veut dire en fait que j'ai trouvé un moyen d'expression qui était le basketball pour pouvoir être performante. Mais à partir du moment où j'ai quitté le basketball, en fait, j'aspire à simplement être performante et ça a toujours été le cas. Donc au final, ce que j'ai pu apprendre au basket, aujourd'hui, je transpose dans ce que je fais, parce que j'aime performer, tout simplement. Il y a ça aussi, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sportifs qui n'arrivent pas à transposer ou même à expliquer ce qu'ils vivent, même dans le sport, à faire des conférences comme ça, parce que mettre des mots sur ce qu'on vit, c'est pas forcément évident parce que souvent on se laisse porter par nos carrières. Et c'était un peu pareil parce que toi, effectivement, tu as fait comme tu l'aurais peut-être beaucoup de triathlon, d'Ironman. J'ai fait oui. Alors moi, c'est différent. Pareil, j'ai un parcours comme toi où je suis parti de vraiment zéro et j'étais très concentré sur une réussite professionnelle. Mais je voulais performer, j'avais vraiment une volonté de réussir. Après, les missions tu grandis, tu prends une maturité, la mission globale et la responsabilité. Je parle beaucoup de responsabilité parce qu'au final, on embarque des collaborateurs, on embarque des carrières, des emplois. J'ai le souvenir de mon premier collaborateur qui a fait un crédit pour acheter sa maison. Et attends, je suis responsable, quoi. Bon, il y a ça quand même dans l'entreprise, c'est une dimension qui existe moins dans le sport. Voilà, donc, j'étais concentré sur, pareil, j'aime la performance, elle me passionne, et je pense que la performance, c'est l'épanouissement. Et je pense, mes collaborateurs, j'essaye de les rendre performants parce que je vois bien que plus ils sont performants, plus ils sont épanouis. Et donc, voilà. Donc, tu es très tourné vers l'humain, puisque en fait, je sais pas, hein, je suis pas de ce milieu-là, mais je suis pas forcément convaincu que tous les PDG pensent à leur niveau de responsabilité, en fait, face au crédit de leurs collaborateurs. Enfin, je sais pas. Tu me dis, mais j'ai pas l'impression. J'ai démarré très jeune, donc peut-être, je sais pas. Je pense qu'on a quand même un parcours atypique. C'est atypique, voilà, d'accord. Je pense que c'est une question de parcours de vie, parcours personnel, etc., certainement. Puis... Ça te fait un pincement au cœur, par exemple, quand tu dois licencier? Oui, mais je l'ai conscientisé et là, on a des clés. Parce que j'ai pas de mal à licencier quand c'est justifié, mais vraiment aucun mal. Et en fait, je me rapporte toujours à la mission. Je veux dire, la première mission sociétale d'une entreprise, déjà, c'est de créer de la valeur pour notre pays, etc. On doit créer de la valeur. C'est pas l'État qui crée la valeur. L'État répartit la richesse, etc. Mais c'est à nous de le faire. Donc, et par là même, de garantir les emplois. Et la garantie de l'emploi, pour moi, ça, par contre, j'y suis attaché. On a toujours eu que des CDI temps plein, on fait attention, etc. Et par là même, payer la solidarité nationale. Il suffit de regarder les salaires nets et les bruts chargés après impôt. Il y a une petite différence. Et donc, ça veut dire qu'on paye. Et je crois à la mission sociétale d'être solidaire de ses collaborateurs. Une entreprise performante, c'est celle qui accompagne ses collaborateurs qui ont un problème. Mais du coup, le collaborateur qui est le problème, il casse de la valeur et on n'est plus dans notre mission sociétale. Donc, ça me rend moins... quand on a la clarté de notre mission, on n'a pas de difficulté à licencier un collaborateur qui est le problème. Donc, mais il faut avoir cette clarté pour avoir le courage derrière d'agir. Parce que le pire, c'est de ne pas agir en se cachant derrière la bienveillance. Mais c'est dur d'être... Ouais. Ok. Merci beaucoup déjà pour vos témoignages et c'est passionnant. Heureusement, tout est enregistré, donc on va pouvoir réécouter. Voilà. Alors nous, c'est Grant Alexander, c'est Athlete Minded. Donc c'est vraiment une philosophie qui a été, Henri, tu en parleras peut-être mieux que moi, hein, mais qui a été travaillée, développée il y a une dizaine d'années, je crois, avec en fait des coachs sportifs. Mais aussi des dirigeants d'entreprise, des psychologues, des RH aussi en entreprise qui ont vraiment réfléchi sur finalement comment on peut travailler
ces fameuses dimensions mentales des athlètes de haut niveau pour nous, pour nos dirigeants, mais aussi pour nos collaborateurs. Alors c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, on fait beaucoup l'analogie sport-entreprise. Hein, c'est devenu un sujet maintenant assez courant, mais finalement, c'était quand même assez précurseur, Henri. Et donc, je te laisse la parole pour présenter. Non, je ne vais pas rien présenter à cette heure-ci. On ne présente plus rien. On remercie. Et je pense que ce sera largement suffisant. Moi, je voulais juste vous dire, j'ai pris beaucoup de plaisir ce soir. Donc, merci, cher panel. C'est, je crois, le troisième, sous le contrôle d'Anne-Laure, la troisième ou quatrième conférence. Troisième. Et je prends à chaque fois un peu plus de plaisir encore. Et je me dis qu'on est vraiment dans le vrai avec ce programme. Et ça m'encourage encore un peu plus. Donc, franchement, un grand merci.